Hey yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui nous allons faire cette deuxième étape du tour en temps réel avec la Lidl Trek. C'est ça que j'ai parlé pendant longtemps que j'avais fait avec Lenny Marquez et la Bahreïn, mais nous sommes bien avec la Lidl Trek. Tarragone-Barcelone, deuxième étape vallonnée, qui peut être propice à quelques écarts et à des cassures. On va escalader à 3 reprises la côte de Montruy que l'on connaît sur le Tour de Catalogne, comme c'est indiqué ici, 179 km. 3 reprises pour cette ascension, donc 3 difficultés de troisième catégorie et 2 de deuxième catégorie, les premiers points du classement de la montagne et première étape en ligne de ce Tour de France. Toujours très protocolaire, toujours très particulier parce qu'on teste du nouveau matériel. Surtout, ça va énormément frotter, même si il y a des écarts qui ont déjà été faits sur le chronopaquet, mais je veux dire, il y a une hiérarchie qui n'est pas totalement établie. Également, tout le monde a encore quelque chose à jouer presque. Même si je tourne encore mercredi, mais vous voyez l'idée, en début Tour de France, il n'y a pas de hiérarchie avant la première étape de montagne qui est claire, donc même si on a des favoris, mais je veux dire, tout le monde a encore quelque chose à jouer, également tout le monde est au maximum de son énergie, et donc forcément, ça frotte énormément toujours, il y a beaucoup de pression sur les premières étapes du Tour de France, de l'attente aussi parce que ça fait quelques jours qu'on n'a plus fait de compétition, ou également aussi qu'on n'a plus, pour certains coureurs, roulé. Voilà, c'est toujours assez intéressant de première étape de Tour de France, en ligne surtout. Donc Tarragone-Barcelone, la colline de Montjuïc et la traditionnelle arrivée finale du Tour de Catalogne. Les punchers les plus puissants, ils sont à leur aise. Les 3 derniers vainqueurs sont sur le promontoire, Roglic 2025. Cette année c'était Brady Gilmore 2026. Pogacar 2024 et 2023, Evenepoel dessine le portrait robot du vainqueur potentiel. Ciel semi-nuageux et soleil, mais surtout toujours de la canicule sur cette épreuve. Bien évidemment, j'ai noté pas mal de choses. On part de Tarragone aujourd'hui sur la mer Méditerranée. On a beaucoup de patrimoine à parler parce que je vous ai pas tout mis hier de ce que je voulais par rapport à Barcelone. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. La province de Tarragone, de la ville de Tarragone, je vous ai prévu, bien évidemment. Alors que Mads Pedersen est en plus de forme, tout comme Skelmose, qui s'est remis de sa chute. Et Skuns, bonne forme pour Verona, forme classique pour Ayuso, Quinn Simmons et Vacek. Et vous savez quoi? J'ai envie aujourd'hui d'envoyer Skuns à l'avant pour le titre de la combativité de premier maillot à poids. Ce serait bien de prendre des points avec Skelmose. On va pas jouer avec Ayuso, on va jouer avec Mads Pedersen parce que déjà on peut prendre des points en maillot vert. Et surtout, en plus, ça peut être notre première victoire sur ce tour et il peut passer pour moi. Même si quand je l'ai fait avec VDP cette étape-ci, j'ai l'impression que Van der Poel n'avançait pas dans sa difficulté. Après, Mads Pedersen, c'est mieux peut-être. Les deux ont 60 montagnes, mais VDP a 64 moyenne montagne et là il y en a 71 pour Pedersen. Mais voilà, Juan Ayuso, on est quand même sur du 80 montagne et moyenne montagne, 77 endurance, 76 résistance, récupération A. Des Régis, 79 montagnes sera très utile à nos côtés, 76 montagnes, surtout 81 vallons, 79 moyenne montagne et 74 accélération pour Cielmos qui jouera le classement de la montagne avec nous. Verona, pour plus vous présenter l'équipe, c'est 74 moyenne montagne pour le vainqueur de la 15e étape du Giro l'an dernier et 74 montagnes. Équipé modèle Pedersen, 82 plats, 81 pavés, agilité à plus, mais surtout 76 chrono, 79 prologue, 82 endurance, 81 résistance, et puis 75 accélération vallon et 78 sprint. Vacek, excellent rouleur, 76 chrono, 78 prologue, 75 endurance, 74 résistance, et 76 pleine et 74 pavés, excellent un peu partout. Même si je peux augmenter ses stats montagne, vrai. Et Quinn Simmons, 80 pleine, 76 endurance, 74 résistance, 76 vallon. Le champion des États-Unis sera là avec le champion de République tchèque et le champion de Lettonie. Mais évidemment 76 vallons, 78 endurance, 80 récupération, 76 pavés. On va partir avec lui à l'avant aujourd'hui. Nous sommes à Tarragone pour la première étape en ligne de ce Tour de France. Et je vous parlais du drapeau de la Catalogne hier que l'on voit bien évidemment. Aujourd'hui le maillot jaune c'est Jonas Vingegaard, on le sait. Après le contre-la-montre par équipe et le maillot blanc disputé hier, place maintenant à la première pour étape en ligne de ce Tour de France. Josh Tarling. Si la première moitié de parcours sera parfaitement plate le long du littoral, la seconde quant à elle sera bien plus vallonnée et exigeante avec un circuit d'arrivée surplombé par la rude montée du et château de également Montjuïc. aussi toujours forcément des enjeux de prendre le premier maillot de la montagne du Tour de France, monter un podium. Sur un podium tout comme le classement de la combativité, c'est peut-être pas tous les jours qu'on peut grimper sur un podium de Tour de France. Et puis c'est toujours bien de porter un maillot pour un baroudeur en début d'épreuve. Et là on est directement déjà 6 à partir. Avec Ilan Van Ruiter notamment, Lennart Van Edevet, vu beaucoup de monde qui partent à l'avant. Aujourd'hui j'ai vu également Mauro Schmidt, Yon Izagirre partir avec Terrada, on le sait. Quand même notamment l'ancien champion de Suisse qui est parti. Mais surtout Yon Izagirre, vainqueur cette année après un excellent Tour du Pays Basque, enfin avant un excellent plutôt Tour du Pays Basque. Vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain, lutté dans sa dernière année professionnelle après 2 victoires
d'étapes sur le Tour de France à Belleville en Beaujolais. Et il y a 10 ans, cette année, c'était du côté de Morzine. On va essayer de relancer quand même avec Skuns pour faire la jonction. C'est une grosse échappée quand même pour un début de Tour de France de partir à 6. Ah, ils sont durs ces derniers mètres à boucher avec Tom Skuns. Et Nerd Van Edvet est en contre-attaque. Donc on est sur une étape assez intéressante quand même parce que elle est quasiment découpée en deux parties. Il y a vraiment une grande partie où on va longer pendant très longtemps la Méditerranée, être un peu dans les terres, mais surtout longtemps la Méditerranée comme j'ai dit. C'est une portion assez plane. Avant par contre d'aller du côté de Barcelone, enfin avant Barcelone je veux dire, on aura pas mal de difficultés. Donc étape qui sera quand même assez accidentée aujourd'hui, on va pas se le cacher. Donc ça va être assez intéressant. Je regardais juste un truc par... Ouais non, c'est parce que sur le jeu ils ont mis deux difficultés. Je sais pas s'ils ont foutu sur le jeu, ils ont mis deux... On dirait qu'ils ont mis une montée en plus sur le jeu par rapport à IRL. Assez étonnant. Allez, est-ce que Tom Skuns pourra revenir? Ouais. Ça va être difficile, j'ai l'impression que vraiment on n'arrivera jamais à revenir malheureusement. Et en plus le peloton revient sur nous, non, vous savez quoi? Ça sert à rien d'insister, on a dépensé trop d'énergie. Et visiblement, le peloton veut laisser partir ce groupe-ci. Alors moi ça me plaît pas réellement, donc je vais demander à Verona de rouler. Forcément, nous on avait l'ambition d'aller chercher un premier classement de la montagne aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. On va peut-être se faire un tour des favoris quand même pour le moment. Donc bien évidemment les favoris, on a parlé hier de Sexas un peu, de Pogacar pour remporter son 5e Tour de France. On a Remco Evenepoel qui est là, en leader avec Lipovic, mais épaulé quand même, il faut bien le préciser, notamment de Jay Hindley. On a Vingegaard pour son 3e Tour de France, mais également un doublé Giro Tour et un triplé si on compte la Vuelta l'an dernier. Elle est tenant l'outil des 3 grands tours au même moment. Alors qu'on a eu des cassures, notamment Van Der Poel. Il est tombé VDP. À la fois grimpeur et puncher, le attendez, Belge Milan van Wilder dispose de nombreuses qualités pour s'imposer sur les parcours difficiles. On dirait que Van Der Poel serait tombé ou alors il a eu un problème, et je pense que c'est plutôt une chute. On a Carapace qui est là également pour des victoires d'étape. Baudin aussi qui est en très bonne forme après son championnat de France et son Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Si l'on regarde, Vauclin sera là en tant que leader, mais épaulé quand même par Arensman et Bernal, à moins que Vauclin qui était quand même un peu malade, il a dit à la fin du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, peuvent tout simplement se diriger vers des victoires d'étape pour cette formation d'être compagnie Ineos. Du côté de la Moussa, on vient quand même avec Can Tobruk entre autres. Jake Lula, quand même Ben O'Connor qui a une saison assez compliquée, qui a beaucoup couru, qui est au départ aujourd'hui, je pense quand même pour des victoires d'étape. Et Rubio qui est là pour la Movistar, l'ancien coureur qui a fait 2 top 10 sur le Giro. On a bien évidemment les Nerd Van Edvet avec Arnaud Duli qui seront là pour la Lotto Intermarché. Côté sprinter, on aura, alors Alex Philippe sera là côté français pour des victoires d'étape. Jordan Gigati est dans le top 10 l'an dernier. Pitcock bien évidemment. 3e dernière Vuelta sera là pour des victoires d'étape ou pour du général. On aura aussi en termes de coureurs, si on regarde un peu plus vers l'arrière, on pourra avoir qui j'ai parlé de Lee pour le sprint, mais bien évidemment Jasper Philipsen, Van Der Poel en tant qu'animateur pour l'ancien train, Plap pourrait être intéressant, Trentin en équipé, Guillaume Martin Guillonnet sera là pour la Groupama FDJ en leader pour cette formation-ci. Si on regarde un peu plus, XS Astana, il y aura quand même Terrada. Aaron Martin Lopez, là Burgos bien évidemment, de celui qui a fini dans le top 10 à l'Angliru et 13e de la dernière Vuelta, c'était surtout tout simplement Balderstone qui est catalan, une des raisons pourquoi il soit pris Caroural, même s'ils avaient pris des points sur des courses peut-être moins UP, ce qui avait fait qu'ils étaient devant la formation Unibet, mais ils ont également José Félix Parra qui a fait top 10 du dernier Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Côté Picnic, on viendra avec Pavel Bittner. Mais il n'y aura pas que Bittner pour cette formation-ci, vu qu'on aura quand même en cours, alors que c'est vrai que je suis en train de détruire Verona, le pauvre. Il y aura Pavel Bittner qui sera certes présent, mais il ne faut pas oublier en autre coureur pour cette formation-ci, Warren Barguil, qui est en train de contrer, il me semble, Warren Barguil. C'est l'équipe qui a une licence sur le tour, mais seulement d'une année. On n'est pas sûr qu'il soit pérennisé. On aura également aussi... On va faire un petit tour sur la sortie, dans ceux que j'ai peut-être oublié. Bien évidemment, Johan Essen, qui a fini 6ème l'an dernier, qui a fait un très bon Tour Auvergne-Rhône-Alpes, puis surtout qui est monté en puissance sur cette épreuve-ci. Pablo Castrillo pour des échappées, pourquoi pas. Matthews qui pourrait être assez intéressant. Côté Cofidis, on a parlé d'Yannis Zigueri qui est à l'avant, et Lenny Martinez qui a dit qu'il savait pas comment son corps pourrait tenir sur 3 semaines, mais surtout psychologiquement comment ça pourrait le faire pour lui. Il sera là, Lenny Martinez pour des victoires d'étape et le maillot de la montagne. Je regarde un peu la start list ici.
Johannessen qui est quand même déjà très très loin. Il a 1,38 Johannessen. Steinhauser qui sera là, troisième du dernier Paris-Nice, entre autres. Bien évidemment, on peut parler de qui d'autre, Abrahamsen pour des échappées qui va être très très intéressant. Riccitello en équipier avec Prodhomme et Aurélien Paré-Pin. Storer après sa 7ème place sur le dernier Giro. C'était 7ème qu'il a fait sur le dernier Giro, ouais. Qui pourrait être assez intéressant, je pense, honnêtement, pour des échappées dans cette équipe qui sera vraiment tournée vers l'offensive et les victoires d'étape pour la Tudor, pour la première victoire du côté de la Tudor. Le nouveau champion de France, Romain Grégoire, bien évidemment, qui est en train de remporter une première victoire pour la Groupama FDJ depuis Thibaut Pinot au Tourmalet en 2019, ça date un peu, mais j'espère qu'il pourrait le faire, et pourquoi pas à Barcelone dès aujourd'hui. Gaviria sera là en termes de sprinter, c'est vrai que j'ai pas trop parlé des sprinters pour le moment. D'ailleurs super, c'est la Péniche qui a fini l'année dernière. Mais bien évidemment on pourra quand même évoquer en termes de sprinter, j'ai parlé de Philipsen en gros sprinter avec Binyam Girmay, pourquoi pas pour remporter un deuxième maillot vert. On sait que Girmay est très fort en année paire, comme à peu près Gant William en 2022 et la même année ça leader sur le Giro. Kesbol et Olaf Koy seront là pour la Décathlon CMA CGM. On peut penser aussi encore qui pourrait être intéressant, bien évidemment j'ai parlé de Pedersen qui est pour notre équipe et qui passe tant le vallon que la montagne, le vallon oui il passe à l'école mais il sera là dans une étape comme celle-ci, pourquoi pas pour jouer la victoire, donc ça va être assez intéressant. Dorian Godon, grosse pointe de vitesse et qui passe admirablement bien les bosses pour le cours de la formation Net Compagnie Ineos, cette formation Tudor qui est quand même venue avec Arvin de Klein aussi, qui est une saison un peu plus compliquée. Arvin de Klein, Marco Haller est présent, on a qui d'autre côté sprinter, Fred Watt, le nouveau champion de Grande-Bretagne, là d'ailleurs, je vais essayer de le trouver, parce qu'on peut essayer de trouver d'ailleurs tous les nouveaux champions nationaux. Jürgensen va être là en tant que coéquipier comme Del Toro, qui peut viser le podium pour la formation UAE. Jürgensen va être là avec Sepkus entre autres. Et en montagne, on peut citer également un autre coureur du type Piganzoli qui vient de finir 8ème du dernier Giro, Piganzoli. Parce que 10ème c'était Bernal, ouais. Non, je freine un petit peu pour essayer de voir. Je vais essayer de trouver. Ah, il est là, regardez Romain Grégoire. Et Kwiatkowski, champion de Pologne également. Attendez, on va essayer de quand même de voir Magnus Cort Nielsen, le champion de Pologne, le nouveau champion du Danemark, pardon, Cort Nielsen, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, le champion de Nouvelle-Zélande avec le champion de Pologne ici, le champion de France. C'était ça un peu que je voulais trouver comme image. Et puis nous, ça va surtout nous permettre de faire notre portion patrimoine. C'est vrai que je me mets un peu en automatique, mais patrimoine parce qu'on va parler de Tarragone. Et oui, Tarragone, qui est tout simplement la ville de départ aujourd'hui. Tarragone, ville qu'on n'a pas beaucoup évoquée encore. Devant, c'est le mieux placé au général. Donc tout simplement Tarragone, qui est tout simplement ville espagnole, qui accueille le Tour de France aujourd'hui, qui a quand même du beau patrimoine de ce que j'ai vu pour le moment. Ancienne colonie romaine, qui était appelée Tarraco. L'amphithéâtre de Tarragone est une arène du 2e siècle, face à la mer, c'est magnifique quand même en termes de plan. La nécropole contient des tombes de Romains. Les vestiges du forum s'élèvent parmi les allées de la vieille ville médiévale fortifiée. Une promenade le long des remparts. Le passage archéologique offre une vue imprenable sur Tarragone. Magnifique ville, c'est vrai. Chef-lieu de la province de Tarragone et du comarque de Tarragonès. Une ville de 143 649 habitants quand même. Assez intéressante attraction historique et touristique, surtout des plages et ses centres de loisirs sur la Costa Dorada. La Costa Dorada, alors c'est surtout la côte dorée qui, dans ces deux langues, en espagnol et en catalan, c'est le nom touristique donné à une bande de littoral de 216 km sur la mer Méditerranée de Alcanar à Cunit. Et d'ailleurs on va peut-être pouvoir parler d'une autre côte, il me semble. Est-ce que c'est celle-ci ou pas? Et oui, la Costa Brava. Mais la Costa Brava, on va peut-être pas en parler maintenant parce que la Costa Brava, je pense qu'on en parlera demain. La Costa Brava. Par contre, je voulais quand même vous en parler au moins aujourd'hui du, bien évidemment, circuit de Barcelone. Barcelone-Catalunya, l'un des circuits les plus connus, bien évidemment, de manière automobile, sur lequel Hamilton a remporté sa dernière victoire en Formule 1, mais surtout son premier succès chez Ferrari 30 ans après Michael Schumacher. Est un circuit situé à Montmelo, au nord de Barcelone, et qui est connu pour accueillir chaque année le Grand Prix de F1 en Espagne et le Grand Prix moto de Catalogne. Longue ligne droite et ses virages variés, il est également utilisé pour réaliser des nombreux essais, notamment en Formule 1 en pré-saison. Et l'un des circuits les plus connus du monde que je voulais quand même vous évoquer, construction en 1991. Depuis 91, c'est le Grand Prix de F1 en Espagne, et depuis 96 en Catalogne, en Espagne. Et le rallycross aussi de FIA depuis 2015, la F2.
depuis 2001, la F3 depuis 2019 et European Le Mans Series depuis 2019, les 24 heures du Mans de Barcelone et les JO d'été de 92. Les meilleurs tours en 2004, c'est 1 minute 11 383 de Lando Norris. Et ça me fait également parler du rallye de Catalogne. Le rallye de Catalogne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rallye WRC. Le rallye de Catalogne, qui était une manche tout simplement du championnat du monde. Qui avait une particularité, c'est qu'il y avait une journée terre et 2 journées asphalte. Et donc c'est le rallye d'Espagne depuis 2014. Après, rallye Catalunya Costa Dourada de 2005 à 2013. Rallye assez important. Et c'est 57 éditions en 2022. Et Sébastien Ogier l'avait remporté à l'époque, bien évidemment. Le nonuple champion du monde et le plus titré, c'est Elena. Avec, bien évidemment, Sébastien Loeb et Citroën à 11 reprises. La dernière victoire, d'ailleurs, de Sébastien Loeb, c'était en 2018, sur le Citroën C3. Les deux Français nonuple champions du monde. Rallye Catalogne, si on peut regarder. Enfin, vraiment rallye que j'appréciais quand même à une époque, que je voulais quand même forcément vous évoquer aujourd'hui au moins, un peu dans tout ce qu'on a. Voilà, on parle beaucoup de patrimoine dans ce début de Tour de France. Et on a parlé donc hier du FC Barcelone. On a parlé, entre autres, alors qu'on a Stig, on a évoqué donc la ville de Barcelone, la Catalogne, les JO 92, Montjuïc de manière générale. Mais on peut peut-être évoquer d'autres choses. Et parmi ces autres choses à évoquer, on peut tout simplement parler du Palais National. Palais National de Barcelone. Donc le Palais National que vous avez en miniature d'ailleurs sur les premiers jours. Est à Montjuïc, qui est situé sur cette montagne. C'est un palais construit entre 26 et 29 à l'exposition internationale de 29. Il abrite le musée national d'art de Catalogne. 45 000 m² quand même bien culturel d'intérêt national. Alors, on a que ça en fiche Wikipédia d'ailleurs. C'est ouais. Et puis on avait quoi d'autre du coup que l'on voyait en termes de patrimoine? On avait les tours vénitiennes. Alors les tours vénitiennes, on va pouvoir en parler. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de Donc course. ces deux tours que l'on voit. Les tours vénitiennes, elles ont été faites également pour 1929 sur l'avenue Régna Marie-Sophie Christiane. Les fuyards remettent un coup d'accélérateur en tête de Donc course. voilà, c'est une avenue tout simplement de Barcelone. La place d'Espagne, bien évidemment. La Campanile de Saint-Marc qui l'ont inspiré tout simplement à Venise. Et c'est un bien culturel d'intérêt national également. Et le maire de 27 en 27, pardon, le maire de Barcelone a voulu les créer. Les tours ont été restaurés en 87, 88 ainsi qu'en 2013. C'est connu pour l'entrée à l'exposition, surtout pour la F4 de Barcelone, le début de la grande avenue conduisant le Palais National de Montjuïc et le site national d'art de Catalogne. Entre autres, qu'est-ce qu'on a d'autre comme patrimoine qu'on a vu lors de la première étape? L'Arc de Triomphe aussi qu'on peut parler. L'Arc de Triomphe. De Barcelone par contre celle-ci. L'Arc de Triomphe de Barcelone. Donc créé par l'architecte Joseph Velisca y Casanovas entre 48 et 1910, c'était sa période de vie. Ça a été créé pour l'exposition universelle de 88. Elle ne se trouve pas de nos jours dans le parc, mais tout proche du passage des Luis Campanis. La voûte est construite en briques rougeâtres, tandis que les frises sculptées sont en pierre, tout simplement. La Gustave Eiffel proposa son projet à Barcelone pour l'exposition universelle, mais le maire avait du coup choisi celui qu'on vient de voir tout simplement, et c'est pas intégral dans le décor de la ville car c'était bien trop cher. On pourra juste quand même évoquer aussi le Camp Nou, bien évidemment le Camp Nou, le stade du FC Barcelone qu'on a évoqué hier, le plus grand stade d'Europe, construit en 57, qui a été rénové cette année. Le Camp Nou depuis 2022, 105 000 places prévues à partir de 2026, plus grand stade d'Europe tout simplement. Rénovation de 93, 94, 98, 2008 et extension entre 80, 82, 2017, 2021 et 2023, 2026. Et le coût de construction c'est 288 millions de pesetas. Et l'affluence record c'est en 86, quart de finale de la Ligue des Champions, 120 000 personnes. La capacité de 99 354, bien recensée dans l'inventaire du patrimoine culturel de Catalogne. Et puis bien évidemment, on pourra citer, en dernière chose peut-être, avant le parquet Güell, bien évidemment, le parquet Güell qui est l'un des principaux lieux. Avant de parler, c'est vrai qu'on a d'autres lieux quand même à évoquer.
Non, non, on a encore même quelques-uns à évoquer aujourd'hui. Ouais, on va surtout parler quand même du parc Egwell, qui est l'un des parcs les plus connus. Parc Egwell, qui est surtout... alors, est-ce que j'ai... Ouais, là, le parc Egwell, est-ce que je peux avoir plus d'informations si possible? C'est une réalisation de l'architecte, tout simplement, Antonio Gaudí, qui est un Catalan. Antonio Gaudí c'est le modernisme catalan, travail marqué de façon durable par l'architecture de la ville de Barcelone, contribution créative et exceptionnelle au développement de l'architecture et des techniques de construction. Et la façade de la Nativité, la crypte de la Sagrada Familia, entre autres, qu'il a fait la base Casa Batlló et la crypte de la colonie Güell. Il est mort à 73 ans, en 26, mais c'est surtout lui qui a créé celui-là. Il fut édifié entre 1900 et 1914 par cet architecte. Il le restaure en 84 et en 93, au XXe siècle du coup. C'est un parc public, magnifique endroit, le parc Egwell. Et je vais juste pouvoir quand même vous parler d'un dernier lieu patrimonial de Barcelone, avant vraiment de s'attaquer au château de Montjuïc. Parce qu'on a château de Montjuïc, Sagrada Familia à parler, et j'ai quand même aussi la Fossar de la Pedrera à parler, la Collcereda. Non, ça c'est le massif montagneux de Barcelone. Donc ça on en parlera peut-être demain. On a l'hôpital de Saint-Paul. Mais je voulais quand même au moins évoquer une chose. Est-ce que c'est possible? Le Fossar c'est là, mais moi je voulais évoquer la Tour de la Rovira est une montagne située dans la ville de Barcelone et en lieu de mémoire de la guerre d'Espagne. Ah, c'était quoi? C'était la Tour Gloriès que je voulais évoquer. Voilà, la Tour Gloriès. Donc cette tour Gloriès, et après on va vraiment se focus sur le sprint intermédiaire. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va passer sur Pedersen, la vidéo va faire 1 heure sinon. Elle est dessinée par l'architecte français Jean Nouvel en collaboration avec la société B720 Fermín Vázquez Arquitectos. Et elle a ouvert en juin 2005 et a été inaugurée officiellement par la famille royale le 16 septembre 2005. 132 millions d'euros par construction, bien inscrite dans l'inventaire patrimoine culturel de Catalogne. 51 483 mètres carrés, c'est 142 mètres pour le dernier étage. 38 étages et nombre d'ascenseurs 8. C'est le siège du Grupo Agbar, de la Société des Eaux de Barcelone, la Société Laientana avant la Tour, à la Société Azul Releo en 2007. Elle est nommée que le gratte-ciel a été racheté par la chaîne hôtelière Hayat en 2013. Et la possibilité d'obtenir une licence hôtelière en 2017 abandonne le projet de transformer la tour en hôtel. Et la société Facebook annonce l'installation de bureaux anti-fake news ici. La société américaine réserve 3500 mètres carrés. Donc je vais quand même évoquer ça, allez. Et on se retrouvera plus tard dans le final de Barcelone pour voir un peu plus de patrimoine, parce qu'on a quand même du patrimoine de la guerre d'Espagne, mais il n'y a pas que la guerre d'Espagne à évoquer. On a aussi bien évidemment le château de Montjuïc et le Tour de Catalogne. Aussi quand même que je voulais vous évoquer avec la Sagrada Familia que l'on verra dans le final de cette étape-ci. Mais on a le premier sprint intermédiaire du Tour de France dans 5 km. On est en bord de Méditerranée, premier sprint intermédiaire, ça aussi ça va être quand même quelque chose d'assez intéressant, ne serait-ce que pour voir notre statut, on se dirige enfin, j'ai envie de dire peut-être pour certains dans cette vidéo, sur du cyclisme. Ah, c'est vrai, on a déjà fait quand même, l'étape va être faite en intégralité presque, alors que je ne le voulais pas, mais bon, j'ai pas tout joué malheureusement, mais bon, on va un petit peu sauter quand même, jusqu'à la prochaine difficulté. Si possible, j'aimerais quand même bien prendre des points au classement de la montagne avec Skelmose. Malheureusement, Skynes, on n'a pas pu l'envoyer à l'avant. On l'enverra peut-être demain, ou alors essayer de faire une contre-attaque tout à l'heure si c'est possible, en faisant rouler Verona. Après ça, j'ai déjà fait rouler Verona. Et on fera Vacek et Quinn Simmons aussi dans le final de cette étape. C'est vrai qu'on dépense déjà des forces dès la deuxième étape. Il y a Tim Merlier qui est remonté, Stuyven à nos côtés, Kesbol, bien évidemment, pour amener son leader, vainqueur d'étape sur les boucles de la Mayenne, Olaf Koy, qui est juste à mes côtés d'ailleurs, Olaf Koy. On s'est un peu fait gêner d'ailleurs. Vainqueur sur le Tour de Belgique, il me semble, Olaf Koy. Ça y est, le sprint intermédiaire va pouvoir être lancé ici. Il s'est un peu fait enfermer, Tim Merlier. C'est Jasper Philipsen qui est très bien parti. On va venir face à Olaf Koy, on va essayer de remonter face à Mats Pedersen. On va battre Arnaud Delis. Du côté de Mats Pedersen, on va chercher une 7ème place. C'est 6 points, non, c'est 7 points pour nous, 9 points, pardon, pour Mats Pedersen. Et nous on se retrouve tout de suite dans la prochaine ascension. La première difficulté répertoriée de ce Tour de France, la côte de Bergue, quand même longue de 6 km 400 à 5,5% de pente moyenne. J'ai fait rouler à 100
Carlos Jonas qui nous a permis de récupérer cette échappée. Et on va passer tout de suite sur Mathias Kelmoz. La zone de ravitaillement sera tout à l'heure, hein. Donc là on va quand même donner à tous nos coéquipiers la tâche de prendre leur gel bleu quand même. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Et ça va être le cas également pour Mathias Kelmoz. Mais parce qu'avec Kelmoz on peut essayer de prendre quelques points au sommet de cette difficulté. Première difficulté de ce Tour de France, c'est une côte de deuxième catégorie. Je ravitaille. Ça aussi c'est quand même assez important à signaler, difficulté de deuxième catégorie. Et Van Der Poel est lâché tout comme Derang Godon, hein. Filippo Ganna également, ils ont dû faire beaucoup d'efforts mais je pense qu'ils sont tombés. Aujourd'hui on est bien nous, hein, mais c'est juste pour prendre des points au sommet de cette difficulté. Bien évidemment. En tout cas il n'y a pas eu d'abandon sur le début de ce Tour de France, c'est déjà quelque chose de positif. Si on peut avoir un bonus de forme avec Kelmoz demain, parce que je pense peut-être que... Ah, il pleut par contre. Ouh, attention, pluie annoncée. Elle n'était pas prévue à la météo du jour, mais ce qui veut dire qu'il risque d'avoir des chutes aujourd'hui. Il y a une légère cassure qui a eu lieu quand même avec le groupe Van Wilder. On nous avait pas prévu la pluie aujourd'hui. Mais elle vient de tomber, ça change tous nos plans. Par contre, non, je voulais vraiment pas faire un gros effort, hein, mais je suis juste devant pour le moment, voilà. Et je disais qu'on va peut-être envoyer Skuins devant sur étape 2 fois, par contre... On sera avec Kelmoz peut-être demain à l'avant. Alors on est considéré comme favori, hein. Aujourd'hui je pense que ce sera le cas également demain, donc peut-être des Reggie. En tout cas on va essayer de jouer ce maillot de la montagne avec Kelmoz. On a que 76 montagnes, mais c'est possible avec nos stades vallons et moyenne montagne je pense. Allez on va essayer d'attaquer avec le Danois ancien vainqueur de l'Amstel Gold Race. C'était il y a un an, deuxième cette année. Voilà, on va essayer surtout de prendre ces points du côté du classement de la montagne. Par contre, comme je vous ai dit, je travaille à partir de mardi prochain, ce qui veut dire que je vais devoir prendre énormément d'avance. C'est pour ça que dès demain, jeudi, je tourne les étapes 3 et 4. Attention aux chutes, effectivement. La route du Tour est en proie à la pluie. Ça, c'est pas une très grande, une très bonne chose en ce qui nous concerne d'avoir la pluie. Donc, on va peut-être quand même évoquer ce que je voulais voir tout à l'heure. Le Toro de la Rovira, donc Toro de la Rovira que je voulais quand même au moins évoquer. Échappé terminé. Donc Toro de la Rovira, c'est une montagne située dans la ville de Barcelone et c'est un lieu de mémoire de la guerre d'Espagne. Tout simplement, histoire célèbre, lieu de résistance et contre les bombardements des nationalistes et nazis de l'Italie en la guerre d'Espagne. Elle accueille notamment des batteries aériennes de l'armée populaire de la République pendant le conflit. C'est dans le district d'Horta Guinardo. Et on va peut-être pouvoir s'évoquer quand même vite fait, pas la Sagrada Familia, hein. La Sagrada Familia on l'a fait tout à l'heure. Peut-être le Tour de Catalogne. Peut-être une bonne chose, le Tour de Catalogne remporté cette année bien évidemment par Jonas Vingegaard devant Lenny Martinez et Florian Powys, ainsi que Valentin Pépin de 4ème. Tour de Catalogne, Volta Ciclista Catalunya en catalan. Par contre, j'ai oublié de demander à Skuins d'aller avant. Ça me plaît pas du tout parce que là il y a une opportunité à saisir. Alors, le temps que ça charge, hein, ma page web. Allez, voilà. On attaque avec Tom Skuins, le champion de Lettonie. On a envie de nous d'être à l'avant. On relance. Attention à ces virages parce que c'est glissant. Bon, par contre, c'est pas normal que ma page elle ne marche pas là quand même pour le Tour de Catalogne. Voilà, on va essayer de revenir quand même avec notre champion de Lettonie. Allez, est-ce qu'on peut, si possible, rouler? Et pourquoi il n'arrive pas à sortir, mon coureur? C'est pas normal, ça. Allez, allez. Voilà, c'est bon, on est à l'avant. Et ouais, ma page Wikipédia qui arrive pas à s'actualiser sur le compte de Catalogne. C'est quand même un peu grave. Un peu abusé. Bon, du coup, on va quand même se parler de la Sagrada Familia peut-être maintenant. Qui est le monument le plus connu. Ah, mais je crois qu'en fait, c'est juste mes fiches qui bug, hein. Donc, c'est l'un des exemples les plus connus du modernisme catalan et une œuvre emblématique de la ville, inachevée par l'architecte Gaudí. Elle sera terminée normalement le 10 juin 2026, donc elle a été terminée cette année et c'est le pape Léon XIV qui a animé une messe là-dedans, 100 ans après la mort subsiste de son architecte Gaudí. Et oui, là, elle est enfin terminée, pile pour le Tour de France presque, on pourrait dire. Non, Wikipédia ne marche plus, assez étonnant ça. Alors je sais pas si c'est parce que
Je sais pas du tout si c'est à cause de... si c'est mon wifi qui bug ou pas du tout. Bon. Donc je voulais quand même évoquer cela. Et allez, une dernière chose qu'on va peut-être s'évoquer en patrimoine. Le Fossard de la Pedrera est un site de montagne de Montjuïc à Barcelone utilisé par le régime franquiste pour enfouir les corps de milliers de républicains fusillés à la suite de la répression nationaliste dans la ville, qu'on pouvait quand même évoquer aussi. Et peut-être le château de Montjuïc, et après on arrête avec le patrimoine aujourd'hui. Château de Montjuïc, très connu bien évidemment, donc la côte aujourd'hui. C'est une ancienne forteresse militaire qui surplombe la ville de Barcelone depuis... ouais, oui, alors moi j'ai plus beaucoup de barre bleue par contre. Qui surplombe la ville en 176 mètres d'altitude. Mais j'ai vraiment l'impression c'est juste que Wikipédia ne marche plus. Donc c'est un peu compliqué pour vous faire le patrimoine maintenant. On est avec Rubio quand même à l'avant. Donc vous savez quoi, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. Bon, je voulais pas trop vous prendre de base dans cette ascension parce qu'on n'a pas pu réellement tenir avec Skuns. On s'est fait distancer assez tôt. On va quand même tout de suite se mettre à rouler. Enfin, on va lui mettre à 100 Skuns parce qu'il n'y a plus d'énergie. Donc, on est dans cette deuxième difficulté du Tour de France. La Cota Santa Cruz d'Olorda, 8 km à 4,7% de moyenne. Alors, notre coureur est en AJTC. Mais il a plus d'effet de chute. Mais on prend quand même un point qu'on vient de récupérer. Benelli attaqué avec Landa et Lipovitz. Alors je sais pas c'est quoi leur délire les mecs, pourquoi ils sont partis à l'avant. Mais bon écoutez, il n'y a plus de pluie, qui a pas réellement creusé de chute et on est 149 encore dans ce peloton-ci. C'est à Decathlon CMA CGM qui imprime un rythme d'enfer. Écoutez, c'est pas notre jeu, nous ce qu'on veut c'est avant tout jouer la victoire d'étape. Écoutez, qui s'amuse à rouler à 100, c'est pas trop notre délire. Et puis nous on va se retrouver vraiment dans le final de cette étape. Allez, on se retrouve maintenant pour ces 35 derniers kilomètres d'étape. On voit la Sagrada Familia. Très très beau plan ici avec Skelmoz. Par contre, je vois déjà qu'Ayuso a perdu pas mal de barres, ça me plaît pas. Et Pedersen, lui, par contre, il vit sa baisse là. Enfin, Mats Pedersen, vraiment, il est au max de ses capacités presque. Pedersen, peloton qui s'est regroupé à 128 coureurs. Écoutez, Vacek est déjà distancé. Alors, je sais pas pourquoi, c'est sûrement dans le ravitaillement qui a fait qu'il a été distancé. Parce que Vacek, on a absolument besoin qu'il revienne. Honnêtement, Mathias Vacek, vraiment, c'est reviens mon coco. Même attaque en fait. Par contre, nous on va demander, je pense, à Verona un peu de se relever parce qu'on aura besoin de lui dans les prochains jours, que ce soit dans les Pyrénées, en tant que coéquipier d'Ayuso ou dans une échappée. Après, c'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de monde pour envoyer dans une échappée sur le plat. Vous me direz, j'ai Mats Pedersen, à quoi ça me sert d'envoyer des mecs à l'avant? Mais j'ai toujours le petit délire d'envoyer des coureurs à l'avant sur toutes les étapes du tour en temps réel. C'est pour se faire kiffer parce que c'est vrai que si sur le tour en temps réel on voit personne à l'avant, on doit un peu s'ennuyer. Le tour en temps réel avec la Groupama, c'est vrai qu'on avait personne pour le plat et du coup on restait dans le peloton, les vidéos étaient très courtes. Déjà qu'à l'époque elle était beaucoup plus qu'aujourd'hui, on est déjà à une demi-heure de vidéo. Il faut bien se le mettre en tête, là on va profiter un petit peu pour le moment. Non, on va check le mec qui va attaquer, mais non. Va check, du coup il va se mettre à rouler à 100 et après on utilisera Quinn Simmons. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la barre bleue de Ayuso. Je vais lui donner direction gel bleu maintenant, Ayuso. On voit le palais national ici de Catalogne. Magnifique, vraiment, ces plans-ci qu'on a en miniature. On voit cette arène ici aussi. La Sagrada Familia à gauche et ça va être bientôt parti pour cette côte de Montjuïc. J'espère qu'avec Pedersen, on va pas trop être à l'arrêt. Normalement on est en pic de forme, donc ça nous fait un plus 2, donc ça fait déjà 77 vallons, on a des stats physiques énormes. Même en moyenne montagne on est pas mal avec Pedersen. Ça va peut-être bientôt être le moment pour Skelmoz d'ailleurs de remonter. Bon, on va demander à Skelmoz de remonter, mais Skelmoz c'est juste histoire qu'il soit placé pour prendre des points. Parce que si avec Skelmoz qui du coup maintenant on a marqué 6 peut être maillot à poids dès aujourd'hui, c'est des points de gagner par rapport à d'autres coureurs sur la suite du Tour de France. C'est vrai qu'il a pas beaucoup fait de kilomètres à l'avance, Kuhn, mais bon, écoutez. Voilà, une côte du château de Montjuïc, 1 km de 105 à 8,1% de points de moyenne, c'est pas l'ascension d'hier, il s'attaque dès l'entrée avec Del Toro. Qui essaie de suivre ce mouvement de Rick Palmer, le port de Barcelone que je vous laisse apprécier. Allez, c'est quelque chose que je fais quasiment jamais. Peut-être un peu plus ici, non. Ouais. Oh. Bon, c'est vrai que je n'ai pas jamais envie de première personne. Skelmoz est passé, allez, si Mathias il peut aller prendre ces 2 points-ci, on s'en privera pas. Avec Skelmoz, la dernière rampe est très difficile en plus. On le sait sur cette montée, on l'a vu avec Van Der Poel. Et en vidéo chez Styros également. Allez, on va attaquer avec Skelmoz. On est en pic de forme, ça qui pourrait être redoutable. Aujourd'hui, Skelmoz. Ah, mais après, on a fait beaucoup d'efforts quand même avec Mathias. Mais j'avoue qu'avec Pedersen, ça pourrait être sympa de gagner cette étape. Après, on a fait un petit trou. Ils se disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Skelmoz à vouloir y aller? Bah, les gars, attendez. Nous, on a des points à prendre au classement de la montagne. On vise ce maillot. Durant
ces 3 semaines de course. Je rappelle qu'on a gagné le classement de la combativité et le maillot à poids du Tour de France sur tous les tours en Torel. Donc 2020 avec Valentin Madouas, 2021 avec Nibali. La combativité, je crois que c'était Suens d'ailleurs, parce qu'on avait déjà fait avec la Trek qui n'était pas la Lidl Trek à l'époque et qui n'avait pas le même effectif qu'aujourd'hui. Bon, j'avais surboosté Kennisson à 80 montagnes et lui plus Molément les a mis dans le top 10. Pedersen, on avait perdu de pas beaucoup de maillot vert en gagnant notamment sur Champs-Élysées en faisant le coup du tunnel, mais avec une échappée qui est allée au bout lors de la 19e étape à Libourne. 2021, donc ça je l'ai dit, 2022 c'est avec Dylan Tusk qu'on gagne le classement de la montagne et Dylan Tusk j'imagine aussi la combativité. Et le maillot vert avec Maoric. 2023 bah Pitcock. Les deux classements, peut-être le vert d'ailleurs. Non, le vert on le perd je crois. 2024 ça devait être avec Nikoden, peut-être combativité. En tout cas c'est Vlasov sur. À moins que Nikoden ça avait été hors délai. Je sais qu'on avait fini à 5 le tour. Mais en tout cas c'est sûr Vlasov avait eu le classement de la montagne. Et l'an dernier, maillot à poids, bien évidemment, on l'avait remporté avec Valentin Paré-Pinte, qui s'était également posé. Valentin Paré-Pinte, il me semble, c'était à Boulogne-sur-Mer. Et surtout, Ventoux, avec ce scénario, Vingord revient sur nous, qui étions dans l'échappée. Et ils n'arrivent pas à nous lâcher Vingord. Et du coup, on a contré dans le dernier kilomètre. Bon, bah, celui qui a la meilleure barre, même sans gel bleu pris, c'est quand même Quinn Simmons. Alors, on va peut-être pas sacrifier quand même. C'est pas Quinn Simmons, c'est Pedersen. On va peut-être garder. Alors, est-ce qu'on prend des Reggie ou pas? Parce que des Reggie, c'est vrai que j'aimerais bien le garder en vraiment gros équipier. Mais il n'a pas une énorme note d'accès. Alors que vraiment, Scalmo, ce sera parfait pour lui. Mais Scalmo, son problème, c'est qu'il a que 76 montagnes. Et j'ai peur qu'il soit trop limité en montagne pour nous épauler. Et être en second leader s'il arrive un problème à Ayuso. Donc voilà. Par contre, j'ai bien envie de jouer avec Pedersen aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'avec Pedersen, il y aura une autre étape pour lui. Ce sera celle de fois si une échappée va pas au bout. Et puis on jouera à l'esprit, donc on sera beaucoup sur lui. Mais j'ai envie de me faire un petit délire. Peut-être que les angles, on peut se faire un petit délire aussi avec des Reggie à l'avant. Et on essaiera, si l'échappée va pas au bout, de prendre des points avec Scalmoz. Et comme ça, on tentera. Je pense qu'avec Scalmoz, on fera beaucoup de délire avec Scalmoz, avec Ayuso, avec Pedersen. De toute façon, on est là pour s'amuser sur ce tour en temps réel. Et Benelli qui tente d'y aller, lui, qui avait fini 9ème du Tour de France sur le dernier. Super combatif, vainqueur, bien évidemment. L'étape à Vier en Normandie, 2ème au Mont Ventoux et surtout maillot jaune aussi. C'était Tomon d'Or Puissance le 14 juillet il avait pris ce maillot jaune dans une échappée face à Pogacar. Quinn Simmons qui a plus beaucoup d'énergie dans le moteur. Hein. Quinn, on va lui demander d'accélérer. Le champion des États-Unis, double champion des États-Unis en titre, lui qui s'est également posé cette année pardon, sur le Dauphiné en échappée. Voilà, est-ce qu'il va pouvoir revenir, passer un petit relais 110? En fait, j'ai envie de garder des Reggie West, mais il a pas beaucoup d'énergie. C'est ça qui est le problème. Après, on est plus que 60 dans ce peloton. Et Mats Pedersen, lui, il est au top de sa condition. Il reste 16 km dans cette étape. On va quand même devoir remonter avec Mats. Après, c'est vrai que je voulais prendre le maximum de points possible avec Scalmoz, parce qu'il faut se souvenir qu'on gagne de pas beaucoup de points. Avec Nibali à l'époque, c'était assez compliqué, il me semble, en 2021. Mais voilà, on va rester vraiment avec Quinn Simmons qui va rouler ici à 100, même s'il va exploser assez rapidement, je pense. Del Toro à nos côtés, Brandon McNulty, Piganzoli, Richitello. Après Tour en Torel, oui, c'est vrai qu'en vidéo je suis toujours en avance, hein, mais l'an dernier par exemple, j'étais en festival. Non, déjà le jeudi, j'étais en anniversaire, je rentre tard le soir. J'avais un rendez-vous le matin, plus festival le vendredi après-midi. Tout ça le vendredi, donc j'avais la vidéo de tour que je devais terminer, enfin preview du Tour de France. Et samedi, j'étais en festival tout l'après-midi, le château de Montjuïc qu'on voit ici également. Hein. J'ai même pas fait, avec le téléphérique, c'est que j'ai même pas fait un screen dans le jeu quand on était au niveau de la Sagrada Familia. Mais le petit château qu'on voit ici, et là j'en ai même pas fait aussi. Mais bon, allez, le gel bleu pour Mats Pedersen, je le dis tout le temps, mais c'est 15% de la barre grise ou de la barre de fatigue, le gel bleu. Là, avec Pedersen, j'aurais pu le prendre plus tôt, mais on a quand même encore une portion descendante ici assez rapide. On va faire attention à ce dernier virage. Mais je pense qu'avec Mats Pedersen, on peut être très très bon aujourd'hui. On aura le turbogel en plus pour la dernière difficulté. Essayer de bien gérer ce virage. Dans le final, on va prendre du bleu maintenant. On n'est plus que 43 ici. C'est vrai qu'on l'a même pas dit, mais bien évidemment, Caroual et Pinerolo participent à leur premier Tour de France. Je pense que la Caroual auront envie d'être beaucoup à l'avant. Oh, la Sagrada Familia que l'on voit ici. Si, j'ai pris en plus tout à l'heure Sagrada Familia en screenshot. En tout cas, c'est très esthétique Barcelone. Le stade olympique ici. De toute façon, là on est passé hier. Hein. C'est la portion descendre d'hier qu'on est en train de descendre ici également. Donc au lieu de remonter directement par là, tout simplement, de continuer tout droit. Bah là on descend. Mais c'est vrai que le Tour en temps réel, même l'an dernier, j'ai été chez moi à étape 3, étape 4, étape 5. La 6, j'étais sur Mur de Bretagne et la 7, Mur de Bretagne logique.
Et je partais du 15 juillet, donc le premier journée de repos, jusqu'au matin de la soirée de la victoire de Paris-Pente, mais du coup jusqu'à l'étape 16, 17, grosso modo, j'étais pas chez moi. Donc autant vous dire que j'ai dû faire énormément d'étapes à l'avance. Tout est passé, hein, très clairement. Mais bon, c'est vrai que le Tour en Torel l'an dernier, il était sympa. Hein. Mais même 2022, il y a des jours où j'étais pas chez moi. Bah déjà, ne serait-ce qu'à la première étape, c'était au moment du brevet. Mais bah forcément, j'étais 2 jours parti. Attendez, bah... Ça, c'est quand on laisse tout simplement sa porte ouverte. Enfin, sa fenêtre ouverte, que l'on entend des bruits de véhicules dehors. Mais je disais, oui, 2022, il y a l'étape 4 et 5 où je suis pas chez moi forcément. Et la 6, bah, je reviens dans la nuit. Donc c'était un peu plus compliqué. Après, t'avais pas vu que j'étais allé voir. 2023, ça, j'étais quasiment que chez moi comme en 2024. Mais même, je prends souvent beaucoup d'avance sur le Tour en Torel. Même 2022, bah, il y avait des jours où j'étais en déplacement. Et puis le jour d'échange j'étais pas chez moi et puis de toute façon le dernier chrono je partais. Et puis de toute façon j'avais un bug qui m'empêchait de upload les 3 dernières étapes. Donc j'ai dû les faire dans une même vidéo en fin de tour. C'est assez étonnant. Ça reste un des plus grands regrets. C'est le seul tour qui n'a pas pu être en temps réel. Mais hors problème normalement j'arrive quand même à tout le temps tenir au moins la vidéo du tour en temps réel. Après je prends beaucoup d'avance la plupart du temps. C'est pour ça que là je vais essayer de prendre dès jeudi des étapes 3 et 4. Et après peut-être essayer d'avancer parce que je sais pas comment je peux m'organiser entre... Parce que je pense que de 21h à minuit je rattraperai les étapes du tour en commentaire quasiment en intégralité. Parce que j'aurai une pause qui me permettrait de revoir quand même un petit peu le début. Mais ça va être compliqué, on va pas se mentir. Dernière ascension de cette côte du château de Montjuic, 1 km 900 à 8,1% de temps de moyenne. Et Ayuso va limite craquer les gars. Mais Ayuso il a plus de barres, je sais pas comment il s'est géré. Est-ce que c'est quand on l'a eu tout à l'heure qui était à fond? Mais les gars, Ayuso il peut pas tenir, il peut pas tenir. Écoutez, nous on va jouer quand même avec Mads Pedersen aujourd'hui. Parce qu'avec Mads Pedersen on est en forme exceptionnelle. On est en pic de forme et ça peut vraiment nous sourire aujourd'hui. Hein. Le rythme imposé par Adam Yates, Sissi, lui qui a abandonné sur le dernier Giro, Caruso, Pogacar. C'est que si on utilise le turbogel, on peut faire une magnifique attaque hein, tout à l'heure avec lui, Pedersen. En plus, c'est pas forcément le corps qui va faire le plus de dégâts, je pense. Enfin, qui est le plus surveillé. Allez, allez. Ayuso qui remonte ici. C'est vrai que le turbogel nous fait regresser pas mal. Donc, on va forcément perdre quelques positions. On va utiliser ce turbogel. Par contre, on va plus comprendre grand chose parce qu'on a beaucoup de coureurs que l'on va récupérer. Remco Evenepoel qui. Non, c'est pas Remco, ça doit être Lipovic peut-être qui est devant. Mais waouh, on comprend plus rien de ce qui se passe. Hein. McNulty, allez, on va essayer d'attaquer sur le sommet avec Mads Pedersen. On va être plus que 25 au sommet. Est-ce qu'on est capable de créer une petite cassure avec Pedersen? Oui, oui, oui. Mais le problème, c'est est-ce qu'on arrivera à revenir sur nous à la bascule? Est-ce qu'on aura assez de rouge aussi pour faire un sprint? Il y aura quand même le dernier virage, mais ça va être très difficile. On est plus que 17. Lipovic lâché le troisième dernier Tour de France. Il y aura déjà des écarts. Hein. À Barcelone, on le savait. Ayuso lâché pour notre équipe, malheureusement. Bah, ça, c'est un gros problème de voir notre leader distancé. Allez, est-ce qu'on est capable de réaliser un gros sprint ici face à Jay Hindley qui va essayer de nous lancer? Mads Pedersen, est-ce qu'on est capable de tenir? Mais il va remonter, Jay Hindley va aller s'imposer. Remco Evenepoel peut-être non. On va aller totalement se voir alors que je voulais nous on va même pas faire de top 10. On va faire hors du top 10 avec Mads Pedersen. Ah bah alors là super. Je vous ai dit oui avec Mads Pedersen, on est en grande forme, on va pouvoir gagner. On n'a rien fait aujourd'hui, on s'est totalement foiré avec Mads Pedersen malheureusement. Ah bah alors là c'est une leçon. Bah en fait c'est le turbogel qui nous a détruit totalement parce que forcément le turbogel en voulant le prendre, on le prend trop tard et on régresse totalement tous les bénéfices qu'il aurait pu nous apporter. Et bah c'était juste pour remonter et du coup on utilise toute notre barre rouge pour revenir voire même attaquer, sauf que bah on n'a plus rien. Du coup dans le sprint on lance trop tôt, on se fait avoir en me disant avec le virage j'imagine arriver quasiment plus rapide. Mais non, c'est totalement fait avoir ici. Hein. Est-ce qu'on est capable de remonter dans la descente si on peut voir? Ouais bah là on n'a plus de barre rouge et... par rapport aux coureurs qui sont derrière nous, on prend quelques mètres hein, quand même, on a 2-3 mètres, on essaie de récupérer dans la descente mais on en récupère pas assez. Là ça doit être Sexas qui remonte sur nous, on récupère comme tout le monde mais là il y aura le virage qui va arriver forcément. Je pense que je me remets en danseuse peut-être un petit peu trop tôt. Ouais mais parce qu'en fait Hindley, je le vois débouler sauf qu'en fait Hindley il a juste eu... par contre il est dégueulasse ce plan. C'est peut-être mieux comme ça. Mais Hindley non en fait. Et du coup victoire de Remco Evenepoel aujourd'hui. Ah il a bien osé Remco Evenepoel honnêtement. Très belle victoire de lui. Bon on prend comme le maillot à poids. C'est déjà ça. Mais c'est pas ce qu'on était venu chercher aujourd'hui. En victoire de Remco Evenepoel, le maillot jaune pour Vingegaard toujours. Le Danois qui ne l'avait plus porté depuis 2023 le maillot jaune on le rappelle. Le maillot vert, il est pour Remco Evenepoel. En plus, on aurait pu faire une très belle OP au maillot vert, on n'en prend pas beaucoup. D'ailleurs, dans les règles qui changent sur ce Tour de France, le maillot vert, normalement, les points sont augmentés pour les arrivées sur le plat. Maintenant, on passe à 70 points pour empêcher Pogacar d'être maillot vert.
Voilà. Le maillot à poids sera pour nous avec Mathias Kelmoz. Et Juan Ayuso a pas mal craqué dans le final aussi. Ça c'est un gros problème. Mais je peux pas être tout le temps sur mon leader. Là j'ai joué avec Pedersen, j'avais envie de jouer un peu avec Skelmoz. Écoutez, c'est notre problème, on s'est fait avoir, écoutez. En tout cas, magnifique victoire quand même de Remco Evenepoel. Il nous a eu, et puis Tarling toujours. Ah, c'est Tarling ou c'est Vauclin qui prend le maillot blanc? On fait 10ème, hein, écoutez. On s'est totalement foiré. Victoire de Remco Evenepoel, le belge de la Red Bull Wormsgreux. En 3h57 minutes et 44 secondes, avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Jonas Vingegaard en 4h18 minutes et 43 secondes pour le Danois de la Visma Leasebike. Non, oui, c'est bien Vauclin qui prend le maillot blanc. C'est que ça, c'est un peu remonté à Ayuso qui a perdu du temps. Aujourd'hui, qui a perdu. Ouais. Par rapport à Vingegaard, il a perdu quoi, 25 secondes. Et du coup, quasiment tout le bénéfice qu'il avait sur Paul Sexas a été. A volé en éclat aujourd'hui. 8 points pour Mathias Kelmoz, le Danois de la Lidl Trek. En tête du classement du meilleur grimpeur, en tête du classement par points, 50 points pour Remco Evenepoel, le belge de la Red Bull Wormsgreux. Donc cette étape c'est bien considérée comme étape de coefficient 2, j'imagine à 50 points. En 4h19 minutes et 23 secondes, c'est Kevin Vauclin, le coureur français de la Net Company Ineos qui est en tête du classement des jeunes, en tête du classement par équipe. C'est l'équipe allemande de la Red Bull Wormsgreux. En 12h, 14 minutes et 55 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 88 km pour Johan Izagirre, l'espagnol basque de cette formation, le basque de la Cofidis. En tout cas, quand même, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour suivre tout simplement ce tour en temps réel. Suite demain, et j'espère que je vous ai fait un débrief aujourd'hui si j'ai pu revenir au moment que je voulais. Et vous remarquerez que Wikipédia remarche maintenant. Allez, c'était Cyclisme 3D, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao. Demain, première arrivée de moyenne montagne quand même, il faut bien le préciser, mais ça va être assez intéressant. Allez, ciao ciao.